Bonjour à tous, c'est un grand plaisir aujourd'hui de nous retrouver pour parler des vecteurs. Nous verrons les propriétés de Chasles, parallélogramme. On parlera également de la collinéarité et on passera par les calculs des déterminants. Donc d'abord, sur la définition d'un vecteur. Donc un vecteur f est une grandeur caractérisée par sa direction, son sens, sa valeur, qu'on appelle aussi intensité, ou sa norme. Alors, quand on parle direction, c'est simplement la droite qui porte le vecteur. Cela peut être vertical, horizontal ou une droite quelconque AB, oblique par exemple. Le sens, c'est est-ce que c'est vers la gauche, vers la droite, de A vers B, vers le bas, vers le haut, de C vers D par exemple, pour fixer les idées. Et sans plus tarder, on vous propose ici donc cette activité. Donc, A, B, C, D, E, F est un hexagone régulier de centre O. On vous demande de citer plusieurs vecteurs égaux au vecteur BC. Donc, vous pouvez voir que le vecteur BC est égal au vecteur, ici donc, BC est égal au vecteur AO, c'est égal au vecteur OD, c'est égal au vecteur FE. Vous pouvez répondre encore par vous-même. Voilà. Donc, ici, vous verrez que la translation qui transforme B en C, c'est la même translation qui transforme A en O, O en D et F en E. Et par la même occasion, on peut définir l'homothétie vectorielle, l'homothétie de centre O, mais du rapport K, ici, sera définie telle que OA' soit égal à K fois OA, avec K un nombre réel. Quelques exemples pour fixer les idées. OD égale à moins OA. OD égale à moins OA ou moins 1 OA. Et OK égale à 2 OA. Donc là, il y a une homothétie vectorielle de centre O qui permet de transformer A en K, par exemple, ou A en D. Ici, c'était moins 1. Donc, on a OA, donc moins OA, c'est donc le point D. On est là, c'est une homothétie vectorielle. On peut avoir, quand c'est dans le sens, une homothétie de rapport négatif, on est dans le sens opposé du vecteur OA. Sinon, quand c'est positif, tel qu'ici, on sera ici. Donc, K va se trouver ici, théoriquement. On vous laisse un peu travailler sur ce QCM. Donc, vous pouvez utiliser la touche pause. Donc, donner le vecteur. Ici, on vous donne dans un rapport orthonormé OIJ. On va considérer le point A de coordonnées moins 3, 2 et B de coordonnées 5, moins 2. On vous demande de donner les coordonnées du vecteur AB. Ensuite, le milieu du segment AB et la distance AB. Utilisez la touche pause et prenez le temps de donner vos propositions. Tout d'abord, l'outil GeoGebra peut vous permettre de travailler avec les vecteurs. Il suffit d'utiliser cette icône et d'aller cliquer ici vers vecteur et vous avez des vecteurs. Vous avez vu, il y a une flèche là pour bien montrer qu'on va de A vers B. Voilà. Ces vecteurs A pour droite, la droite AB, le sens de A vers B, sa valeur, il suffit de la mesurer. Vous pouvez par exemple cliquer sur longueur et voir combien ça vaut. Et pour travailler un petit peu sur les coordonnées d'un vecteur ici, ce qui permettra de répondre aux questions, à la première question entre autres. Quand j'ai A de coordonnées XA, YK et B de coordonnées XB, YB, les coordonnées du vecteur AB, c'est simplement XB moins XA en abscisse et Y moins YB moins YK en ordonnée. Voilà, on peut aussi noter les coordonnées du vecteur AB, X de AB et Y de AB. C'est une notation.
Le milieu, vous savez que le milieu entre 5 et 7, c'est 6, qui n'est rien d'autre que 5 plus 7 divisé par 2. Partant de là, I donc c'est xb plus xa sur 2, en abscisse et en ordonnée yb plus yk sur 2. Voilà, c'est comme ça qu'on approche le milieu. Donc si on l'approchait comme ça pour un nombre, là c'est simplement, j'ai deux cases, donc deux quantités ici, deux informations, en abscisse et en ordonnée, mais le calcul ou le raisonnement reste identique. Sur Python, nous pouvons utiliser un programme, il y a plusieurs façons de faire, c'est vrai, mais on peut utiliser un programme similaire à celui-là pour calculer le milieu. Et voilà, donc vous définissez les milieux, def milieu, ici, xi, donc c'est la somme des abscisses divisée par 2, yi, la somme des ordonnées divisée par 2, pour calculer les milieux. Ici, dans le programme, on dit simplement, on veut que l'utilisateur saisisse par lui-même les valeurs x1, y1, x2, y2, donc les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. Pour cela, on pouvait écrire x1 égale à input, entre parenthèses, saisir x1, deux points, ou comme vous voulez, vous pouvez mettre égal à la place de deux points. Alors ici, on met float avant pour simplement préciser la nature de la quantité en question. C'est un nombre réel. Voilà, on met float comme nombre réel. Et print ici pour afficher. Donc, on veut que ça affiche le milieu. Bien donc les deux propriétés, shall et parallélogramme. Shall, au passage, ça s'écrit chasse. Là. La relation des shall, c'est simplement pour vous dire que quand j'ai un point, tout point A, B, C, on n'aura que le vecteur AB plus le vecteur BC. Donc comme là il y a A, B et B ici, ça nous fait AC. AC. Parce que je vais de A vers B, ensuite de B vers C. Donc finalement, je suis allé de A vers C. Voilà, n'oublions pas les flèches pour signifier la notation vectorielle ici. La propriété ou la relation de parallélogramme nous dit simplement que AC plus AB égale à AD. Application, donc on vous donne cet exercice, à vous d'y répondre. Utilisez la touche pause. La proposition ici de résolution, c'est simplement que FA plus OA, donc FA plus AO, pardon, c'est égal à FO. FE plus FO, donc là, je suis dans ce parallélogramme-là, donc c'est égal à FD. Donc FE plus FO, c'est égal à FD. Et ensuite, donc EA plus AO, c'est déjà égal à EO. Ensuite, EO plus OF, c'est égal à EF. Voilà. Et donc, naturellement, un point stratégique de ce chapitre, c'est donc la collinéarité. Alors, la collinéarité, on va le vivre pleinement par des exercices. Donc ici, on vous demande dans un premier temps, donc on donne une base orthonormée, et on vous donne trois vecteurs UV et W. La première question, c'est est-ce que U et V sont collinaires? Deuxième question, U et W sont-ils collinaires? La première question posait la question, la première question nous interrogeait ici sur U et V, sur la collinéarité des U et V. Donc pour cela, allons considérer ces deux vecteurs et reprenons la définition du cours. Donc U et V sont collinaires. Si U et V sont collinaires, alors il existe un réel K tel que U soit égal à K fois V. Avec K, ici, c'est un nombre réel. U et V collinaires implique qu'il existe K appartenant à R tel que U, le vecteur U, soit égal à K fois le vecteur V. Donc ici, pour vivre cela, donc U
égale à K fois V, on va écrire que U, donc XU, YU, égale à K fois XV, YV. Donc, si XU, YU égale à K, XV, YV, XU égale à K, XV, et XU, YU égale à K, YV. Voilà ce que nous aurons. Donc, U et V seront collinéaires si nous avons cette relation. Donc, en remplaçant par les coordonnées du vecteur U et les coordonnées du vecteur V, on peut établir ce système d'équations, c'est-à-dire 3 égale à K fois moins 2. Donc, 3 égale à moins 2K. Et 9 égale à K fois moins 6. Donc, 9 égale à moins 6K. Si 3 égale à moins 2K, alors K égale à moins 3,5. On a simplement résolu l'équation ici et trouvé K. Même raisonnement ici. 9 égale à moins 6K, cela implique que K égale à 9 sur moins 6, ce qui fait moins 3,5. Donc, on trouve ici que K vaut moins 3,5 dans le premier. K, comme dans le deuxième cas du système, K est bel et bien unique. Donc, 3, ce vecteur U, donc 3 en abscisse, 9 en ordonnée, c'est bien égal à moins 3,5 fois le vecteur V qui est moins 2, moins 6. Donc, les 1, on peut soutenir ici donc le caractère collinéaire ici de ces deux vecteurs. Alors, maintenant, on va poser la même question pour U et W. Est-ce que U de coordonnées 3, 9 et W de coordonnées 1, 6 sont collinaires? On ne va faire que reprendre ici donc la définition, puisqu'il s'agissait de U et de W. Donc, si l'on veut reprendre ici la définition, donc U et V seront collinaires à quelles conditions? U et V seront collinaires, U et W seront collinaires, si et seulement si U égale à K fois W, le vecteur U égale à K fois le vecteur W avec K un nombre réel. Ce qui nous emmène à poser ce système d'équations, donc U égale à K fois W, donc U c'est 3, 9, K, W c'est 1, 6. Donc dans le premier cas, on a 3 égale à K fois 1, donc 3 égale à K, donc K égale à 3. Dans le deuxième cas de notre système, 9 égale à K fois 6, donc 9 égale à 6K. On trouve ici que K c'est 9 sixièmes. Donc ça voudrait dire que K c'est à la fois égal à 3 et à la fois égal à 9 sixièmes. Donc 3 égale à 9 sixièmes ou 3 demi, donc ce qui est absurde. Donc K, donc le vecteur U est différent de K fois le vecteur W. Donc il n'y a pas collinéarité ici. On ne peut pas soutenir ici la collinéarité. Maintenant vient un outil utile et important dans ce chapitre, le déterminant. Prenez le temps de lire cette activité. Dans un repère orthonormé, on donne les points A de coordonnées 2, 3 et B de coordonnées moins 1, 4, M de coordonnées X, Y, quelconques, qui vont varier. À quelles conditions portant sur X et Y, les vecteurs AM et AB seront-ils collinaires? À quelles conditions portant sur X et Y, les vecteurs AM et AB seront-ils collinaires? Donc, on va répondre le même raisonnement. AM et AB sont collinaires si AM égale à K fois AB. Or, AM, on a vu les coordonnées du vecteur AM, c'est donc XM moins XA et YM moins YK. Or, XM c'est X, YM c'est Y. Donc, on a bel et bien ça. Et pareil, par le même raisonnement, on calcule les coordonnées du vecteur AB, XB moins XA, YB moins YK. Les 1 donc.
On peut affirmer qu'il y aura bel et bien collinéarité à cette condition-là. AM égale à K, AB. Et ici, l'outil important rentre en jeu là. On verra qu'ils sont collinaires si le déterminant est nul. Voilà, à ce niveau-là. Si le déterminant est nul. Donc là, on vient d'introduire le déterminant devant vos yeux ébahis. Donc, c'est quoi le déterminant? Donc, pour calculer le déterminant du vecteur AM et AB, on va écrire det AM AB, donc comme det comme déterminant. On va poser ici, plutôt que faire des parenthèses, on va mettre des droits ici. Là, on va mettre les coordonnées des AM et là, on va mettre les coordonnées des AB. Donc, les coordonnées des AM, on les a mis là, là en abscisse, là en ordonnée. Les coordonnées des AB, abscisse ordonnée, abscisse ordonnée. Et maintenant, pour calculer les déterminants, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut faire ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, on fait donc x moins 2 fois 1, moins y moins 3 fois moins 3. On va trouver que ça fait x moins 2 plus quoi? Ici, dans les calculs. Donc, on a bien fait ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, ça fois ça, qu'est-ce que ça fait? Donc, ici, on a donc moins 3 fois ça. Donc, moins 3 fois moins y, c'est plus 3y. Et donc, moins 3 fois moins 3, c'est plus 3. Et là, on a ça, comme ça. Et donc, ici, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On aura également donc x moins cette quantité-là. Voilà. Donc, ici, x plus 3y moins 11. Donc, x plus 3y moins 11. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donnera? Ça nous donne ici donc, x plus 3y moins 11. Ok, donc on aura moins x tiers plus 11 tiers. Et donc, si on bascule de cette façon-là pour exprimer nos quantités, qu'est-ce que nous allons constater? Nous constatons ici que x, la quantité, donc y est égal à moins x tiers plus 11 tiers. Donc on peut dire que ça, c'est une équation du type y égale à ax plus b, avec a valant moins 1 tiers et b valant 11 tiers. C'est donc l'équation d'une droite affine ou d'une fonction affine. Et en cela, on peut définir la collinéarité donc du vecteur. Soit u et v, deux vecteurs non nuls. Les vecteurs u et v sont collinaires si et seulement s'il existe un réel k non nul tel que u égale à k, le vecteur u égale à k fois le vecteur v. Nous ne sommes pas obligés de passer par les déterminants, donc on peut caractériser analytiquement la collinéarité entre deux vecteurs. C'est encore l'idée du déterminant, mais enfin. Faisons abstraction à cela. Si u est de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y', il y aura collinéarité si x, y' moins y, x' égale à 0. Voilà, c'est encore l'idée du déterminant sans utiliser le terme déterminant. Alors, maintenant que vous avez compris l'idée, la manipulation des vecteurs, on peut se permettre quand même d'ouvrir un petit peu en sciences physiques et ou en sciences de l'ingénieur. Alors, en sciences physiques, vous verrez les vecteurs avec les champs de force. Souvenez-vous, quand vous voyez force d'interaction gravitationnelle, la pesanteur, donc le poids, la réaction, tension de votre fil, la force d'amortissement, voilà, tout ça, voilà, vous allez voir des forces et des vecteurs pour ça. Donc, un point important ici, c'est que là, j'ai un vecteur f qui peut se projeter sur x et se projeter sur y.
comme vous voyez là. Donc sur X, si l'angle qui est défini ici, entre l'abscisse et les vecteurs, c'est l'angle θ, j'aurai que cette partie-là, fx, donc les vecteurs projetés selon x, ou ses coordonnées, donc sa coordonnée en x, vaudra f cos θ. De même en y, vaudra f sinus θ. Souvenez-vous, en trigonométrie, les sinus se lisent, les cosinus se lisent là, les sinus se lisent là. Donc ici, comme c'est une projection orthogonale, souvenez-vous, ça fait bien f, cette longueur-là, on l'appelle fx, c'est bien f cos θ. Et fy, c'est f sin θ. Alors, pour l'intensité du vecteur ou la norme du vecteur, on va simplement appliquer le théorème de Pythagore. L'hypoténuse au carré, c'est égal à côté opposé au carré, plus côté adjacent au carré, plus côté opposé au carré. C'est ça qu'on a exprimé là. Voilà. Et si on l'applique par exemple à un vecteur, dites la réaction ici, on aura ici une réaction tangentielle et là une réaction normale. Et on peut l'exprimer comme suit. La somme des vecteurs, c'est immédiat. Pour additionner deux vecteurs, on additionne les abscisses entre eux et les ordonnées également. Pour multiplier un vecteur par un scalaire, donc par un nombre, hein, si j'ai alpha u ou ku, donc alpha coordonnées selon x, selon l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, donc ce vecteur-là, finalement, a pour coordonnées alpha ux et alpha uy. Position donc du vecteur OM, vitesse et accélération. Donc on définira souvent en physique que ce vecteur-là OM, ça sera un vecteur qui sera défini comme ça. OM de t, donc OM, l'origine, et le point M qui varie comme ça en fonction des temps. M1, M2, M3, M4, M5, etc., etc. En instantané. Et on peut dire que OM a une projection selon X et une projection selon Y, donc X de t selon le vecteur I et Y de t selon le vecteur J. Voilà. Et là, c'est le cas de notre chute libre avec vitesse initiale. En sciences physiques, vous verrez ça. Et grâce à ça, si vous avez vu les vecteurs dérivés, programme de première, on peut exprimer ici la vitesse comme la variation de la position OM en fonction du temps sur la variation du temps. Et les petites variations, vous verrez avec les dérivés, que ça se note comme ça. Et donc, pour conjuguer cela, par projection sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, on aura ici une variation selon x et une variation selon y. Et cette notation-là, la dérivée de x en fonction du temps, c'est noté x' en maths et x point en physique. Voilà, c'est ce que vous voyez également sur y. On peut faire la même chose, hein, si on est en 3 dimensions, en Vx, Vy, Vz. L'accélération est vue comme la variation de la vitesse sur la variation du temps, ou la dérivée de la vitesse en fonction du temps. Or, la vitesse elle-même, c'est la dérivée de la position, ou la variation de la position en fonction du temps. Donc, on va voir les différences entre les variations infinitésimales et les variations instantanées ici. Et donc, l'accélération, c'est la dérivée au carré du vecteur position en fonction du temps. Et ainsi, nous avons atteint notre objectif ici, en ayant vu à la fois les vecteurs et en ayant une formation assez complète sur tout ce qui va suivre. Je vous remercie, j'espère que cela vous servira. Je vous dis donc à très bientôt.